Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission et le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Débat, analyse, expertise évidemment comme chaque jour en direct et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, le yoga du rire. Oui, le yoga du rire pour vous rendre plus heureux, plus performant en entreprise. On en parle là avec un des experts qui pratique ce yoga du rire. Smart et réglo les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce n'est pas la même chose. Un avocat nous explique tout dans notre rubrique. La pause café avec Fanny Griesmer pour se détendre un petit peu. Bah oui, depuis un an de télétravail, c'est vrai que l'élégance en a pris un petit coup sur la tête. Fini le tailleur strict et le costume cravate, c'est plutôt place au pyjama et aux caleçons. On en parle avec Fanny. Le cercle RH avec les experts de Bismart. Au programme, ces menaces de reconfinement, ce sont les annonces de Jean Castex évidemment, la ville de Paris qui sème le trouble et puis des Français, des salariés qui ont de plus en plus de mal à accepter ce confinement. On en parlera avec nos experts à la fin. Et puis pour terminer, comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, André Coupet, et il vient du Québec, auteur de l'entreprise progressiste. C'est une nouvelle vision, une autre manière d'inventer, d'imaginer l'entreprise, une entreprise à taille humaine au niveau des hommes. On en parlera avec lui dans quelques instants. Ce sera dans le livre de Smart Job. Mais tout de suite, bien dans son job, et puis on va rire un petit peu. Bah oui, ça fait du bien. Bien dans son job, je vous le disais, on est vendredi, on a envie d'un petit peu de sourire dans ce contexte, on peut le dire, un peu anxiogène de confinement, de reconfinement, d'hésitation, parfois même d'angoisse. Ce sont des salariés qui, au travail, ont parfois, depuis un an en tout cas, des difficultés, on l'a vu sur ce plateau. Fabrice Loiseau, merci d'être avec nous. Vous êtes à distance, mais on va essayer vous allez essayer de nous faire partager ce que vous faites. Vous êtes dirigeant de l'Institut français du yoga du rire. Le yoga du rire. Alors on a reçu des yogistes sur ce plateau, on a même fait quelques exercices. Racontez-nous en quelques mots, parce que vous êtes professeur international, expert mondial du yoga du rire. Qu'est-ce que c'est le yoga du rire, pour commencer par le début? C'est pas un yoga comme les autres. Exact. Alors oui, c'est du bonheur organisé. Il se distingue peut-être d'autres yogas. Déjà, il faut savoir qu'il existe plus de 80 types de yoga dans le monde et que le nôtre, il est dépourvu des postures un peu compliquées. Notre clé, nous, pour apporter du bien-être et tous les petits avantages, c'est le rire. Et puis, savez-vous que ça a été inventé par un médecin? Donc, c'est un yoga qui a été créé il y a maintenant 26 ans. Voilà. C'est un médecin, il a puisé dans la littérature scientifique pour créer justement une séance où il y a des exercices, et chaque exercice, c'est une combinaison d'un mouvement, d'un rire et d'une respiration. Et ce qui est fort, figurez-vous, c'est que la science a montré que quand on fait ces exercices-là, on améliore sa créativité, on améliore sa santé, etc. Donc ça a plein d'avantages. Et c'est très simple à faire. Chacun d'entre nous a une bouche, une gorge et des poumons. Donc il suffit de réactiver ce rire, peut-être qu'on a perdu parce que la vie nous l'a fait perdre, parce que les occasions de rire sont peu nombreuses. Par contre, vous savez peut-être, ou je vous le rappelle, que lorsque nous étions enfants, on riait jusqu'à 300 voire 400 fois par jour. Et là, on n'avait pas en tête toutes nos ruminations, des problèmes de société, des craintes et de nos peurs. Il y avait quelque chose de libre et de joyeux à l'intérieur. Eh bien, en pratiquant ces exercices de yoga du rire avec des mouvements judicieux, une respiration et du rire, vous allez recréer dans le corps ce phénomène je dirais, que vit le bébé, c'est-à-dire une vraie simplicité, une vraie joie, un vrai émerveillement, autrement dit, une vraie bouffée d'oxygène. Ouais. Et là, je pense que ça vaut largement des vacances ou un cocktail vitaminé ou tout ce que vous voulez. Mais Fabrice Loiseau, c'est intéressant parce que ça, c'est un concept qui existait, le yoga du rire, mais vous l'avez transposé à l'entreprise en 2006. Vous avez d'ailleurs été plébiscité avec des trophées pour la santé à travers ce yoga du rire. Ça ressemble à quoi un bureau lorsque vous entrez dans ce bureau? On voit des salariés qui lèvent le bras, on voit un peu comme en Chine dans les parcs où le matin, les gens font des mouvements un petit peu comme ça de relaxation. Ça ressemble à ça, un open space dans le yoga du rire? Alors, c'est un petit peu ça, c'est vraiment organisé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça sur nos temps de travail strict. Par exemple, je suis à mon bureau, j'ai mon téléphone. Non, c'est vraiment organisé. On se procure une petite salle et que ce soit à Shanghai, à Moscou, à Paris, à Londres, etc., ne soyez pas surpris si vous entendez justement du rire qui sort de ces salles-là. Parce qu'on s'est aperçu que 15 minutes par jour va augmenter tout plein de choses, notamment votre créativité, votre performance, votre confiance en vous. Voilà.
Mais Donc, attendez Fabrice, qu'on soit concret, on va se faire une ou deux postures pour qu'on comprenne un tout petit peu. Interaction du corps à travers des postures et ensuite ça vient évidemment infuser dans notre psychisme, sur le psychisme. Ça provoque vraiment du rire ou c'est un punchline? alors, on va stimuler la première seconde. On va stimuler la première seconde et vous allez voir, ça va être facile, tout le monde peut le faire. Et ensuite, on s'installe dans du rire. Donc, ce n'est pas un rire forcé. La première seconde, on va vous demander d'installer un sourire et progressivement de le poursuivre par un rire et de vous y installer dedans. Et comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible par tous. Vous avez tous une bouche, donc on peut déjà sourire et rire à condition que on ne pense pas au même moment, ah oui, je ris, donc je suis ridicule, puisqu'il y a encore des personnes qui pensent ça. Hein. Donc là, ce ne sera pas le cas du tout. La première je ne mets pas du tout en danger, c'est pas compliqué du tout, c'est vraiment très accessible. Fabrice, une posture, une des postures que vous avez envie de nous montrer, qui génère, alors qui a l'air simple en apparence, mais vous allez nous l'expliquer, la science a prouvé qu'elle avait une interaction sur notre psychique. Montrez-nous. Alors, voulez-vous qu'on fasse tout de suite l'exercice et que je l'explique ensuite? Oui, allez-y, parce que le temps presse. Allez, comme moi, vous réunissez vos deux mains. Vous allez voir, c'est facile et très accessible. Ok, j'attends que tout le monde soit prêt. Je considère que vous êtes prêts et que vous me suivez. Il faut vraiment participer. Nous allons faire un rire proportionnel à l'espace entre nos mains. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas d'espace, je ne vais pas rire. Petit espace, petit rire, grand espace, grand rire. Donc on y va progressivement. Allez, on y va. Donc au début, on va peut-être être dans la mécanique. Je vais resserrer. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, je vous l'explique parce que c'est super intéressant. Et là, vous allez bien comprendre que c'est facile, accessible à tous et que les effets sont maximales. Voilà. Quand je commence à sourire et à rire, il a été montré, figurez-vous, on sait maintenant ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous rions. Quand vous riez, vous activez une partie de votre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal gauche, qui est le centre de la gestion des émotions positives. Plus je fais ça, plus je ris, plus je l'active. Et plus je deviens, je dirais, fort et doté, je dirais, de vision positive, de pensée positive et de créativité. Et ça, on vient de prouver cette relation mécanique entre le corps, entre je fais ça, et j'active le positif dans ma tête. Il semblerait que les dépressifs ont un tout petit cortex préfrontal gauche. Nous, en riant, on va l'agrandir, on va l'activer, on va le stimuler. Mais Fabrice, oui. Permettez-moi, je fais une petite parenthèse un peu humoristique, mais je redis que dans les espaces où vous consacrez ce yoga du rire, dans les entreprises, il y a comme ça des bouffées de rire qui montent collectives. Et en plus, il y a un effet un petit peu d'entraînement collectif où on est un peu centré sur soi-même. Oui, exactement. On compte beaucoup sur la contagion et c'est vraiment un moment convivial de partage. On partage ensemble des occasions d'être positif, d'être dans du plaisir, etc., qui va nous permettre après de nous booster et de mieux peut-être travailler ensemble. On s'aperçoit qu'en cohésion sociale, en attachement à l'entreprise, on gagne beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a simplement réuni des personnes, des individus sur quelque chose de positif et de joyeux. On leur a permis ça. Est-ce que vous voulez bien que je vous explique pourquoi je vous ai demandé de faire ce geste-là? Rapidement, Fabrice, rapidement. Oui, c'est qu'en faisant ça, je suis dans une posture d'ouverture et de grandeur. Et là, tous les scientifiques nous disent que le corps, la posture, impacte les émotions. Là, je suis grand, j'ouvre. Dans ma tête, j'ouvre et je suis grand. C'est bête comme tout. C'est génial. Non pas le roi du rire, mais le yogiste du rire en entreprise, parce que évidemment, vous professez, vous allez dans l'entreprise à la rencontre de salariés, parfois qui ne s'entendent pas très bien 10 minutes avant, et puis qui vont se retrouver dans une salle commune à rire ensemble, et donc à libérer leurs énergies, et puis à créer finalement du positif dans leur tête. Merci Fabrice de nous avoir fait rire, essayez de me faire rire. Merci d'être venu sur notre plateau, le yoga du rire, l'Institut français du yoga du rire. Merci pour ce rire communicatif. La suite de notre programme, vous allez voir, c'est un petit peu moins souriant. Smart et réglo, on parle des accidents du travail. Et ça ne fait pas rire. C'est tout de suite.
Smart et réglo, retour à des choses sérieuses. C'est vrai qu'on vient de voir le yoga du rire et c'est ce travail mené par ce yogiste du rire en entreprise. On est avec Sabrina Kemel, avocate spécialiste en droit du travail. Merci Sabrina d'être avec nous. Alors je reprends un air sérieux parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui, ce sont des drames, des moments difficiles pour un salarié, des conflits. D'abord, qu'est-ce qu'un accident du travail? Parce que c'est un élément important. On l'a déjà évoqué dans la situation du télétravail, mais d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on considère comme un accident du travail? C'est un accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc pas forcément sur le lieu de travail. Vous pouvez très bien avoir un accident du travail sur le trajet, par exemple, en allant au travail, ou chez vous, ce qui se développe avec le télétravail. C'est ça. Bien sûr. Le temps de trajet est considéré comme un accident du travail. On se dirige au travail. Oui, alors c'est un accident de trajet, mais ça relève de la même législation que les accidents du travail. Excusez-moi un détail, parce que le droit souvent est complexe, lié à des détails. Je transporte ma fille à l'école. Je vais vers mon travail, mais d'abord je la dépose à l'école. J'ai un accident entre ma maison et l'école. Alors si c'est un détour habituel, oui. C'est considéré comme un accident du travail. C'est un détour habituel. Il y a quand même un point, parce que vous vouliez l'évoquer, ce sont des points précis, c'est l'intérêt d'avoir un avocat. Une bagarre, ça arrive assez fréquemment. Il arrive fréquemment que des salariés s'empoignent, un coup part, la personne est blessée, on lui casse le nez, il a des dents cassées, il a des ITT. Est-ce que c'est considéré comme un accident du travail? Ce sera considéré comme un accident du travail, a fortiori si ça arrive sur le lieu de travail. En fait, on a une présomption qui est irréfragable. L'employeur pourra bien sûr émettre des réserves sur cet accident, mais en réalité, dès lors que l'accident intervient sur le lieu de travail, c'est un accident du travail. Vous glissez sur une peau de banane au boulot, c'est un accident du travail. Oui, c'est pas pareil de glisser sur une peau de banane que se prendre un coup par quelqu'un qui vous a agressé, par exemple. Oui, c'est vrai, mais ça s'est passé sur le lieu de travail. Donc en fait, ça reste un accident du travail. C'est quoi? C'est correctionnalisé? On peut attaquer en justice et porter plainte contre celui qui... C'est pas les mêmes procédures? Non, alors là, tout ce qui relève de l'accident du travail, ça va être les juridictions de sécurité sociale. En revanche, si on veut porter plainte contre le salarié qui vous a attaqué, là, j'ai envie de dire, c'est entre les deux salariés, donc ce sera devant le tribunal correctionnel. Bien sûr, on peut porter plainte contre le salarié. Juste un détail pratique, encore une fois, c'est des questions importantes que les chefs d'entreprise se posent. Est-ce qu'il est autorisé de faire un test d'alcoolémie à l'issue de cette altercation? Il y a un salarié qui est par terre, un autre qui vient de frapper, il s'est passé quelque chose de grave. Est-ce que le CHSCT, enfin le nouveau nom du CHSCT peut apporter un test d'alcoolémie et vérifier l'alcoolémie des salariés? Comment ça se passe, ça? C'est pas tant la C2SCT, c'est plutôt ça, CSSCT, je crois, le nouveau nom. Oui, même les avocats s'y perdent. Oui, parce qu'en réalité, en fait, normalement, elle est intégrée au CSE. On parle de CSE. Disons le CSE. Mais le test d'alcoolémie, bien sûr, il est possible, mais il faut qu'il ait été prévu par le règlement intérieur, déjà. Et puis, il y a toute une... Vous voyez, vous devez faire une contre-expertise. Enfin, la contre-expertise doit être possible. Il y a tout un tas de conditions. Mais oui, le test d'alcoolémie, dans ce cadre-là, est parfaitement possible. Alors, il y a l'accident du travail, il est cadré, il est reconnu, et puis il y a la maladie professionnelle. Est-ce que d'un accident du travail, on peut glisser vers la maladie professionnelle, ou est-ce que ce sont deux choses qui sont très distinctes et qui ne prennent pas leur source au même endroit? Non, ce sont deux choses qui sont distinctes. L'accident du travail, c'est un fait soudain. La maladie professionnelle, c'est quelque chose qui va se développer sur le temps. Donc c'est complètement différent. Et c'est pour ça que s'agissant d'ailleurs du coronavirus, on tend plus vers la maladie professionnelle que vers l'accident du travail, puisque justement, c'est pas soudain. L'Assemblée a voté un texte sur les maladies longues. Alors, je ne sais pas si les décrets d'application sont encore parvenus sur les ordinateurs des avocats, mais la maladie longue implique l'idée que ce Covid provoque une maladie longue, et donc on peut rentrer dans quoi? On peut bénéficier du statut d'un malade professionnel? Alors, pour le Covid, c'est un peu particulier, parce qu'il y a le cas des soignants qui rentrent justement dans le cadre des tableaux, puisqu'on a des tableaux de maladies professionnelles, et le Covid en fait partie. Mais pour les soignants, pour les salariés lambda, la procédure est un peu plus complexe. Il va falloir démontrer que le coronavirus, en fait, a été attrapé sur le lieu de travail, du fait du travail, ce qui est très compliqué. Moi, je n'y crois absolument pas. C'est impossible, en fait. J'ai entendu certains de mes confrères qui y croyaient. Moi, je suis pessimiste pour le coup, vous voyez, alors qu'en principe, je suis de nature optimiste, mais là, j'y crois pas. D'un point de vue technique, c'est compliqué de prouver que c'est l'entreprise qui vous a donné le Covid, c'est impossible. Oui, alors sauf à ce que l'entreprise, vous voyez, ait mis aucune mesure en place s'agissant du coronavirus, donc pas de masque, pas de gel, rien du tout. Et là, on peut se dire que s'il y a plusieurs cas de coronavirus, effectivement, le faisceau d'indices
pourrait tendre vers le fait que vous l'ayez attrapé sur le lieu de travail. Ça, c'est un sujet important. Mais c'est très rare. Sinon, moi, j'y crois pas. Enfin, pour venir au travail, vous prenez le métro, vous allez vous passez par la boulangerie ou autre. Enfin, vous voyez, vous pouvez l'attraper. Mais partout. évidemment, même dans l'air, puisque Même dans l'air, l'idée circule qu'il pourrait être aussi contenu dans l'air. La maladie professionnelle, donc, elle se distingue de l'accident du travail, qui est un événement. C'est quoi? C'est de la longue durée. Il faut pouvoir prouver qu'on a été intoxiqué à du benzène, à des produits toxiques, et que cette accumulation d'intoxication a amené à une maladie. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. C'est, par exemple, vous allez travailler sur une machine et au fur et à mesure, ça va vous provoquer une tendinite. Donc, on rentre dans le cadre de la maladie professionnelle. L'amiante, vous respirez des poussières d'amiante. Et l'amiante, ce grand fléau, ce grand mal du siècle, justement, c'est considéré comme une maladie professionnelle. Et sur l'amiante, vous voyez, moi, j'ai eu plus de 1000 contentieux amiante. On se fait à chaque fois harakiri sur les contentieux sur l'amiante. C'est dès lors que des salariés ont été exposés à l'amiante, la maladie professionnelle est quasi automatiquement reconnue. Quasiment automatique. Ah bah oui, automatique. On ne parle pas de la silicose des mineurs, puisque c'était aussi une réalité concrète. Les mineurs ont tous été intoxiqués. Mais oui, bien sûr, et ça a été reconnu comme maladie professionnelle, et ça allait plus loin, on reconnaît même la faute inexcusable de l'employeur. Justement, c'était pour terminer, la fameuse faute inexcusable. Elle vient prolonger cette maladie professionnelle. Ça veut dire que l'employeur n'a pas mis en place toutes les mesures de protection et qu'il a commis donc une faute inexcusable. C'est bien cela? C'est ça, en fait, ça veut dire que l'employeur a su, mais n'a rien fait. Vous voyez? Et donc, en fait, il y a deux conditions qui sont cumulatives. Je savais, mais je n'ai rien fait pour protéger mon salarié. Et donc, la faute inexcusable est reconnue, ce qui donne droit au salarié à une rente majorée et à des indemnités, par exemple, un préjudice moral, un préjudice physique. Alors, les deux, c'est souffrance morale et physique qui s'englobent dans un même préjudice, mais un préjudice d'agrément. Par exemple, les salariés qui sont victimes, justement, de l'amiante, ne peuvent plus, qui sont atteints de cancer bronchopulmonaire, ne peuvent plus exercer leur activité comme avant. Et donc, dans leur vie de tous les jours, il y a une diminution de leur état de santé et elles ont ce qu'on appelle un préjudice d'agrément et elles sont indemnisées à ce titre-là. On a le droit, en fait, à une panoplie de préjudices. Qui vient se rajouter évidemment à la maladie professionnelle en elle-même. Il y a des graduations pour se quitter. On est à 100%, on est à 80%, on est à 50%. Qui évalue en fait le degré d'indemnisation? Parce que c'est un vrai sujet. Oui, alors moi, dans le cadre de mes contentieux, je demande toujours une expertise. Donc un médecin expert soit nommé pour justement pouvoir fixer sur une échelle de 1 à 7 le préjudice. Et après, vous avez des barèmes. C'est bête et méchant, on a des barèmes. Ah oui, c'est les barèmes. Et par exemple, 2 sur 7, ça va être un préjudice entre tant et tant d'euros. Et ce qu'il faut savoir, Arnaud, je le précise, c'est malheureux, mais quand il y a un décès, parce qu'on en a souvent, moi je traite souvent d'accidents mortels du travail, une personne décédée, l'indemnisation est inférieure à celle d'une personne vivante subissant un préjudice. C'est incroyable. Ouais. Pour les ayants droit, pour vous donner un exemple, une femme qui va perdre son conjoint va avoir le droit à une indemnisation qui se situe entre 20 et 30 000 euros. Des petits-enfants qui ont perdu leur grand-père, ce sera aux alentours entre 3 et 6 000 euros. Et pour une personne qui reste vivante, elle recevra chaque mois donc une indemnité qui sera supérieure à ce que la personne décédée aura reçu. Qui, in fine, sera supérieure. Et puis, elle va recevoir aussi des indemnités pour divers préjudices qui seront supérieurs, oui. C'est une information importante et tragique, d'ailleurs, pour ceux qui ont perdu un proche au travail, puisque c'est de ça dont il est question. Bien sûr, et ça arrive malheureusement... Bien sûr. Ah bah oui, moi, sur des chantiers, je gère quasiment un accident mortel par mois. Mais d'ailleurs, j'ai écouté un reportage passionnant sur le tunnel du Mont Blanc et j'entendais un chiffre ahurissant qu'ils avaient prévu, je crois, 2 morts par kilomètre. Donc ils avaient calculé que quand on creusait ce tunnel, ils avaient assumé l'idée qu'il y aurait 2 ouvriers qui mourraient par kilomètre, compte tenu que le tunnel en a fait 22, je crois. On imagine le nombre d'ouvriers qui sont morts dans ce tunnel. Merci Sabrina, merci de nous avoir éclairé sur ces sujets qui sont éminemment sensibles. On est un peu loin du yoga du rire, c'est pour ça que c'est un peu utile. Voilà, on peut peut-être se remettre un tout petit peu comme ça pour se dire au revoir, parce que c'est vrai que c'est un sujet éminemment important. Vous revenez quand vous le souhaitez, Sabrina, avocate en droit du travail, en droit social, vous l'aurez compris. On fait une petite pause café avec Fanny Griesmer, on va essayer de retrouver le sourire, évidemment. On s'intéresse au changement de code vestimentaire. C'est vrai que le costume a pris un petit coup sur la tête et au passage, l'élégance aussi, parce que le télétravail dans sa vie, comme on veut, évidemment. C'est tout de suite.
Fanny Griesmer, comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? Alors, vous avez choisi, vous, aujourd'hui, un look Friday wear. Hein. Oui, tout à fait. Vous êtes, Oui. j'ai envie de dire, moins élégante que les jours précédents. Effectivement. C'est un choix. Pour coller à la chronique. Évidemment, vous nous parlez du télétravail et de l'élégance, évidemment, qu'on a pris un petit coup sur la tête. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, et cela fait depuis plusieurs mois maintenant, en fait, voilà, on est en télétravail, plus besoin de sortir de chez soi, des collègues ou un manager que l'on aperçoit très rapidement en visio à travers l'écran de son ordinateur, plus besoin de s'apprêter, se dit-on, donc au revoir, escarpin, tailleur, costume, cravate, bonjour, polo, t-shirt, voire jogging, grosses chaussettes ou chaussons. Et oui, l'une des victimes collatérales du télétravail, c'est bien l'élégance. Alors, ça date pas d'hier ou d'il y a un an. Hein. Il y a déjà eu un assouplissement assez marqué des codes vestimentaires dans le monde professionnel. L'habit ne fait plus vraiment le moine dans l'open space. Le modèle du costume rattaché à ce que l'on appelle les cols blancs est battu en brèche depuis un certain nombre d'années désormais. Cet uniforme qui est sobre, plutôt chic, élégant, mais aussi très informel et assez rigide. Il ne règne plus en maître au bureau et se retrouve de plus en plus cantonné, on va dire, au rendez-vous avec la clientèle, au rendez-vous important, voilà. Selon l'Institut Kantar, entre 2011 et 2019, les ventes annuelles de costumes se sont d'ailleurs effondrées de près de 60% en France, ce qui est quand même considérable. Coup dur pour le secteur. Hein. Coup dur pour le secteur, et même dans les secteurs où l'image de respectabilité, d'expertise est primordiale, comme le conseil, la finance, la banque, eh bien on lâche du lest. Là aussi, on a de plus en plus tendance à tomber la veste. La cravate, elle, est déjà bien abandonnée depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, je vous le confirme. Aujourd'hui, on parle de casual. Casual. Eh oui, comprenez, style décontracté. Il se répand, ce style, dans les couloirs du bureau. Tendance venue des États-Unis, une fois n'est pas coutume, emmenée par le secteur de la tech et la génération start-up. Pensons notamment à Steve Jobs, lors de ses keynotes, toujours vêtu d'un jean délavé, d'une paire de sneakers, d'un soupule noir. Patron de Facebook aussi, hein. Oui, Mark Zuckerberg, qui lui, lancé en 2014, portait chaque jour les mêmes vêtements afin de limiter le temps passé à prendre des décisions qu'il qualifiait de frivoles. Voilà, comment se concentrer sur l'essentiel. Donc, à l'origine, le casual Friday, on en parlait, ou le Friday wear. Vous avez trouvé un nom pour la tenue vestimentaire du télétravail? Il faudrait l'inventer, il faudrait trouver un nom. Alors, il y a un nom qui est sorti? Il y en a plusieurs, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu Friday tous les jours, finalement. Même au bureau, même si, voilà, c'est même caleçon, quand on est en visio. C'est synonyme, en tout cas, la décontraction au bureau d'un changement assez majeur de management moins vertical, ça, on l'aura compris. En télétravail, on a plutôt l'habitude de porter des vêtements confortables. Voilà. Vous êtes chez vous, confort régressif du foyer, donc voilà, on se laisse un petit peu aller. En tout cas, on veut être à l'aise. Plus question de s'habiller pour les autres. On a remarqué aussi qu'on avait tendance à porter des vêtements qu'on n'aimait pas. On s'en est aperçu notamment lors du premier confinement. Les vêtements, vous savez, un petit peu de loose. Sauf que... De loose. En fait, ce que vous portez à l'extérieur et ce qu'on voit de l'extérieur, ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous habillez avec des vêtements moches ou que vous n'aimez pas, concrètement, c'est que ça ne va pas très bien. Dans votre tête. Problème, influence énorme sur la santé mentale. Une étude d'ailleurs, le port du pyjama en télétravail. Alors non, ça ne nuit pas à la productivité. En revanche, ça aurait un impact majeur sur la santé mentale. Et si vous êtes adepte du combo jogging, grosses chaussettes, c'est assimilé également au port du pyjama. Alors demain, est-ce que tous en pyjama au travail, quand on sera tous rentrés au bureau? Non, ça ne me semble pas possible. Il y a clairement deux choses à prévoir. Soit une volonté de vouloir s'habiller bien de nouveau, parce qu'on aura renoué avec la vie sociale. On a envie d'être vu. Il nous manque tant. Peut-être aussi, je pensais à un désir de s'affirmer un petit peu plus. Voilà. Bon, vous êtes toujours très élégant. C'est vrai, je ne peux pas dire. Vous aimez être tiré à quatre épingles. Peut-être. En tout cas, le vêtement restera aussi un marqueur identitaire assez fort, aussi un moyen d'asseoir sa légitimité. Donc, son manager dans les couloirs du bureau, en jogging, en pyjama, a priori, ce ne sera pas pour demain. C'est comme si vous croisiez votre médecin en jogging et en claquettes chaussettes. À réserver... non, mais l'image, évidemment, a une incidence. Et puis, si on s'habille bien à la télévision, pour répondre à votre
compliment, c'est aussi par respect pour ceux qui vous Bien regardent. Et donc, je pense aussi que c'est ça la manière de s'habiller convenablement. Et puis, Je ne parle pas d'élégamment, je parle de... Ça permet, c'est le souci de la coupure du télétravail, vie pro, vie perso. C'est vrai qu'on s'habille bien pour aller travailler. On met des tenues un petit peu plus confortables dès lors qu'on rentre chez soi. Sauf qu'en télétravail, si on est en tenue d'intérieur toute la journée, c'est dur aussi de marquer la fin de sa journée de travail. En fait, on endosse un rôle. Et travailler, ce n'est pas être chez soi sur son canapé. Le seul moment où vous êtes obligé de vous réhabiller, c'est quand vous allez acheter votre baguette de pain et vos courses. Là, vous êtes obligé de quitter, de remettre même au moins si on un pantalon. Certains, excusez-moi, voilà. C'est vrai. Enfin, on a vu quelques vidéos humoristiques, vous les avez vues comme moi, où en visio, la personne était évidemment en haut en costume, puisqu'elle avait une réunion, mais elle était en caleçon en bas. Et c'était assez amusant. La ruse. C'était assez relayé. Voilà, on reste en caleçon, puis une fois que la réunion est terminée, on remet son sweat. Merci Fanny, bon week-end. En casual. En casual. En casual, voilà, il y a quand même une expression, il faut quand même le mettre avec le ton, les casual. Nous sommes vendredi et vous l'avez compris, vous êtes sur Smart Job. Merci Fanny, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Évidemment, on fait une courte pause, c'est le cercle RH avec les experts de Bismart. Il y a plein de choses aujourd'hui au programme, évidemment. Confinement, reconfinement, les annonces de Jean Castex, elles provoquent évidemment de l'inquiétude. 20 départements sous tension. Et puis la ville de Paris qui sème le trouble, bien entendu. On s'intéressera aux salariés aussi, vous qui êtes en télétravail et dont le niveau d'acceptabilité de ce confinement se réduit chaque jour un peu plus. C'est une équation à plusieurs entrées auxquelles fait face le gouvernement. On en parle avec mes invités. Le cercle RH avec les experts de Smart Job, comme chaque vendredi. Alors, le programme est très chargé. On va revenir évidemment sur les annonces de Jean Castex. Alors, pas de confinement pour l'instant. On attend le 6 mars avec 20 départements qui sont sous tension. Donc, on territorialise. Et puis, il y a la ville de Paris, vous l'avez vu évidemment, qui souhaite, lui, prendre l'initiative de confiner 3 semaines pour être tranquille après. Ce qui sème évidemment le trouble et la confusion. On va y revenir. Et puis, il y a un sujet important et j'aimerais vous entendre et je vous présente mes invités dans un instant. C'est le niveau d'acceptabilité des Français et donc des salariés de ce confinement. C'est-à-dire que chaque mois passant, ce taux d'acceptabilité semble se réduire, c'est-à-dire ce qui avait été accepté il y a 6 mois est de moins en moins accepté aujourd'hui. Et ça, c'est une équation, évidemment, face à laquelle le gouvernement va devoir répondre. 3 invités sont avec moi. Valérie Duez-Ruff, merci d'être avec nous. Nouvelle experte sur notre plateau, avocate, coach en développement personnel. Et puis, vous avez un pied en Espagne et un pied en France, vous êtes avocate au barreau de Paris et avocate en Espagne. Un de vos confrères, Jonas Haddad. Bonjour Jonas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat, vous aussi, vice-président de la Fondation Concorde, qui est souvent assez critique sur les sujets économiques du gouvernement. On vous entendra... Constructive, avec des propositions, évidemment. Et on vous entendra, évidemment, à l'issue de cette conférence de presse de Jean Castex, où certains ont dit, mais en fait, il ne nous a pas dit grand-chose, Jean Castex. On aura votre point de vue dans quelques instants. Stéphane Marchand, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous connaissez notre émission, fondateur et directeur de la rédaction de Pour l'écho, pour agir, l'économie compte. Énergie renouvelable, sommes-nous tombés dans le panneau ? Compte tenu qu'il faut préciser à ceux qui nous regardent que l'écologie est un peu redescendue, largement redescendue dans la priorité des Français. C'est plus leur priorité aujourd'hui sur les sujets économiques. C'est le Covid, évidemment. Et ça, ce sont des préoccupations qui nous concernent ici. La petite phrase de Jean Castex, j'oubliais, Stéphane, face mort. Au cas où on oublie, voilà, j'entends dans l'oreillette Fanny Griesmer, Face mort, c'est votre dernier livre, lisez-le parce que c'est assez troublant, c'est un livre glaçant à certains égards qui parle beaucoup de DGSE, pour ceux qui aiment l'espionnage, il y a beaucoup de DGSE, d'espionnage, de choses un peu troublantes et de la technologie aussi. La petite phrase de Jean Castex, regardez, c'est assez compliqué ce qu'il nous dit Jean Castex, voilà, notre choix de ne pas confiner à une contrepartie, être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique, c'est ce que nous avons fait ces derniers jours, en engageant des actions ciblées sur certains territoires. Jonas Haddad, votre réaction, vous l'avez écouté, prise de parole de Jean Castex, Olivier Véran et puis le responsable des vaccins. Vous en avez tiré quoi, vous, de cette prise de parole ? C'est pchit, comme dirait Jacques Chirac ? Non, c'est pas pchit. Je sais que pendant les pics épidémiques, on a toujours plaidé, en tout cas au niveau de la Fondation Concorde, qui représente les entrepreneurs, on a toujours plaidé pour des mesures qui soient territorialisées. On voyait que notamment à Nice, il y avait un différentiel de 1 pour 20 avec ce qu'on pouvait comparer par rapport à Brest. Il était donc ridicule, notamment d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social, de l'acceptabilité dont vous parliez tout à l'heure, de confiner de la même façon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, l'idée de territorialiser. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, effectivement, je pense que la
parole politique, elle n'est pas vaine. Et on s'est rendu compte ces derniers temps que, d'un point de vue économique, elle avait des impacts. Et que régulièrement, vous savez, quand le gouvernement prenait la parole pour dire que finalement, il allait peut-être avoir quelque chose, régulièrement, les investissements avaient tendance davantage à baisser. Et donc, on le sait tous, l'économie, c'est de la psychologie. Et de la confiance. Psychologie collective en tant que telle. Donc, vaut mieux ne parler que pour faire des annonces qui soient tranchantes en tant que telles. Et je ne pense pas qu'on puisse considérer que celle d'hier en était une. Donc il a un peu parlé pour rien dire, puisqu'on nous annonce le 6 mars. C'est le point de mire. Vous êtes dans quel état d'esprit? Vous l'avez entendu. Comment vous regardez ce type d'annonce? Parce que c'est vrai qu'on fait monter la pression avant. La pression monte très fort. Les Français s'attendent à quelque chose. On parle tous de confinement. On se dit, ça y est, ça va tomber. Finalement, ça ne tombe pas. On territorialise. Et puis on parlera de la ville de Paris qui, elle, évidemment, sème le trouble dans tout ça. Je pense que ça fait maintenant 1 an, en réalité, que les Français sont tous les 15 jours soumis, en fait, à la parole politique et conditionnés par les mesures qui vont arriver. Et on est un petit peu dans une incertitude qui fait qu'à la longue, on manque totalement de repères, il y a une perte de sens qui se retrouve énormément chez les étudiants, mais également chez les actifs, chez les entrepreneurs. On n'a pas de visibilité sur l'avenir et donc il y a une perte de motivation et de sens en général qui fait que les gens sont dans une profonde anxiété, dans une très grande angoisse. Et ça, je le retrouve à la fois dans mon cabinet d'avocat. Et le développement personnel. Et dans le coaching, effectivement. Parce que les problématiques juridiques sont évidentes tant pour les employeurs que pour les salariés. Et on les traite beaucoup, oui. Voilà. Et puis également, le stress, la détresse. Et en plus, moi, j'ai une spécialité qui sont les risques psychosociaux, donc harcèlement, discrimination, burn-out. Et évidemment... Ça monte, ça, vous le sentez? Oui, ça monte à la fois ça, et puis les difficultés économiques des entreprises, qui sont réglées à la fois par des PSE et puis par des licenciements, des mesures plus individuelles. Mais pour moi, ce qui ressort de façon très nette, à la fois dans la vie professionnelle et personnelle, c'est la grande détresse psychologique des gens. Et ça, les mesures ça, qui c'est vont... pas bon, ouais. Et voilà, et les coup par coup comme ça, ça fait qu'on n'a pas du tout le fameux stop and go, quoi. On nous dit ça va s'arrêter, ça va reprendre. Vous êtes dans quel état d'esprit? Parce que vous avez choisi de faire une sur les énergies renouvelables, qui est une manière de faire un pas de côté. Vous avez fait un peu comme Emmanuel Macron, qui a quand même fait une sortie la semaine dernière sur le social pour essayer de parler d'autre chose. Puis en fait, on est englouti par cette espèce de machine gigantesque qu'est le Covid. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir. Nous-mêmes, nous sommes prisonniers de ce sujet. Vous le regardez comment, Jean Castex, dans sa prise de parole? Parce que ça flotte un peu. Alors c'est très carré, c'était très carré sur le plan de la forme. Vous me connaissez, je choisis de ne pas critiquer le gouvernement. C'est un sport extrêmement pratiqué dans Paris, donc je m'en abstiens. Ouais. Vous êtes très provincial de ce point de vue-là. Moi, je trouve que finalement, la bonne nouvelle, c'est la territorialisation. Moi, je suis à fond pour, je suis un libéral dans le cœur, et je pense que c'était une mauvaise idée que d'imposer une chape de plomb nationale tous les 15 jours à grand renfort de vocabulaire guerrier. Du genre guerre, reconquête. Ça, c'était le début, ouais. C'était le début. Oui, finalement, vous êtes un peu critique. Mais là, je trouve que... Toujours très subtilement. Cette idée de décentraliser, de donner aux élus locaux une responsabilité, donc une responsabilité au passage extrêmement lourde. Extrêmement lourde. Surtout aux préfets, puis aux élus locaux. Parce que ceux qui vont mal le faire, évidemment, vont être épinglés. Mais ça, je trouve que c'est une bonne idée. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'état psychosocial, nous, on est un magazine d'économie dont le public est relativement jeune. On est en contact fréquent avec des étudiants et on constate que leur état d'esprit se détériore effectivement extrêmement vite, sans qu'on voit d'ailleurs de véritables moyens de les raccrocher à quelque chose. Ouais, il n'y a pas vraiment de cours, pas vraiment d'avenir, plus vraiment de stage. C'est une sorte de zone de flottement angoissante. Un âge où l'avenir, c'est dans 6 mois. Nous, à notre âge, enfin, au mien en tout cas, l'avenir c'est dans 10 ans, mais à leur âge c'est beaucoup plus court. Et ça, cet avenir-là, il semble complètement bouché. Et c'est très grave parce que l'expression génération sacrifiée est constamment prononcée ces temps-ci et elle a une réalité, enfin, un véritable danger derrière. Vous êtes d'accord sur la territorialisation? Il y a eu un petit grain de sable dans cette stratégie du gouvernement, c'est que quelques minutes plus tard, une demi-heure plus tard, eh bien, la ville de Paris annonce, ville capitale, annonce qu'elle souhaite, elle, prendre en charge un confinement total en vue de libérer, ce sont les mots exacts utilisés par le premier adjoint à la ville de Paris, de prendre ensuite, de libérer les commerces, les restaurants et les lieux de culture. Les gens sont restés perplexes. D'abord, est-ce que l'avocat, on a le droit ou pas de faire ce genre de choses? Une ville ne peut pas unilatéralement s'autoriser à confiner ou déconfiner. En fait, ils font de la politique et de la communication, donc et en tant que tel, ils se positionnent. Simplement, ça qui est assez incroyable, mais dans plein de sujets, on le voit, très souvent, cette mairie de Paris, en fait, elle oublie que c'est la capitale de la France.
elle a l'impression que c'est une ville Parmi d'autres. Et donc, si elle décide de politique de circulation, de transport, de travaux, ou alors de confinement, elle considère que voilà, c'est sa décision et que ça appartient à des enjeux politiques qui lui appartiennent. Non. C'est la capitale de la France. Donc si vous fermez, on le sait très bien d'ailleurs en matière économique, si vous fermez ou vous confinez Paris, la réalité c'est que vous confinez quasiment la France parce que c'est le poumon économique du pays en tant que tel. Même si effectivement tout se fait aujourd'hui beaucoup par numérique et par le point de vue territorial, mais la puissance économique de Paris, la centralité. Et puis les sièges sociaux, enfin tout peut avoir un impact en tant que tel. Donc encore une fois, un positionnement qui est politique mais assez autarcique de la mairie de Paris, qui juridiquement n'a pas de fondement en tant que tel. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de fondement juridique. Le seul fondement qu'il pourrait avoir, c'est que le Premier ministre dise au préfet de mettre en œuvre le fameux couple préfet-maire qu'ils ont voulu mettre en place à l'époque. Tout à fait. Et auquel cas, ça pourrait avoir ce fondement juridique, mais aujourd'hui, il n'y en a aucun. Donc c'est de la com. C'est de la com autarcique. Mais Emmanuel Grégoire parle de Paris intramuros ou de la région Île-de-France? Non, Paris. Alors, Paris, il a cité Paris. D'abord, il n'a pas de prérogative, d'ailleurs juridique, là encore moins, sur la zone hors. Mais vous voyez, il oublie l'économie, là. En faisant ça, les investisseurs ou les gens qui bossent à Paris se disent « Ok, alors surtout pas, tous les projets qu'on doit mettre à Paris, on les gèle. » Et encore une fois, c'est oublier ce que c'est que l'économie. Sauf qu'il y a un message très fort. Si on fait ça, dans 3 semaines, tout est fini. C'est le message. Et ça, c'est un message tellement fort on qu'il risque de recouvrir les autres. Donc en fait, voilà. Non, vous êtes d'accord, on vend du rêve là quand même sur cette proposition pour passer ensuite à la vaccination dans l'entreprise, parce que je veux vous entendre. Il y a eu un petit coup de com' hier là aussi du secrétaire d'État qui s'est déplacé, mais sur ce point-là, on nous dit dans 3 semaines, vous allez voir le bonheur et dans 3 semaines, le soleil, le vélo, plus de masque. Enfin, écoutez, on rase gratis là. Bon, ça fait quand même quelques mois qu'on nous dit ça. Donc c'est vrai que oui, mais peut-être pas aussi clairement que ça a été dit hier soir. Je pense qu'ils surjouent un peu là. C'est un peu surjoué. Je pense. D'accord, vous ne prenez pas de risque, vous aussi, vous ne voulez pas. Mais enfin, on voit bien quand même que dans 3 semaines, quel épidémiologiste peut dignement dire que dans 3 semaines, après un confinement intégral, nous sommes tous sauvés? C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on n'est pas médecin autour de cette table. Anne Hidalgo commence un tour de France pour sa campagne présidentielle. Emmanuel Grégoire parle le lendemain. Voilà, on peut être cynique et voir une relation entre les deux choses. Pendant qu'elle fait le tour de France, son premier adjoint lance une petite bombinette qui va peut-être se dégonfler d'ailleurs dans la journée, puisque l'affaire va être assez rapidement réglée. Il suffirait que Jean Castex prenne la parole. Mais regardez par exemple, je sais qu'il y a un certain nombre de mairies qui se mobilisent pour la vaccination, qui ont dit voilà, nous avons déjà les vaccinodromes, nous avons déjà, et il suffit d'appuyer sur le bouton. C'est prêt. La commande de l'État. Il n'y a pas les flacons. Pour qu'on déroule en tant que tel. J'ai jamais entendu ça de la part de la mairie de Paris. Mais tout à fait, tout à fait. Donc en fait, qui s'activent plutôt sur des choses concrètes sur lesquelles ils ont un pouvoir, plutôt que de s'activer sur des choses sur lesquelles ils n'en ont aucun. Chapitre 2, vaccination dans les entreprises. Le ministre Pietraszewski était dans le 2e arrondissement de Paris pour présenter ce début de campagne de vaccination un peu chaotique. La réalité, hier sur ce plateau, une DRH nous disait, vous allez peut-être réagir, nous on était prêts, globalement dans les grands groupes, on est prêts, on a les médecins, on a les salles, on avait déjà vacciné pour la grippe, tout allait très bien. On n'a pas les doses. C'est de la com, là aussi. Enfin, excusez-moi. C'est le problème récurrent quand même depuis 1 an. Alors, on n'avait pas au début les masques. Après, maintenant, on n'a pas les vaccins. Bon, il y a quand même... Je ne fais pas de politique, mais il y a quand même un petit souci. Factuellement, excusez-moi. C'est pas de la politique, c'est du résultat, en fait. Bah oui. C'est du factuel. C'est qu'en fait, c'est de la logistique. On veut bien mettre en place des moyens, mais il faut qu'on nous donne les moyens, en fait. C'est ça, il faut pouvoir réagir, on a les moyens. Là encore, sur l'aspect de l'économie... Comment ça se vit, ça? Parce qu'on a une communication qui est plutôt bien huilée, le ministre se déplace, on voit évidemment des gens qui piquent, on voit des entreprises qui sont prêtes. Enfin, tout ça a l'air d'être un joli décor de cinéma, mais quand on gratte un peu, la personne hier, DRH d'une très grande entreprise, disait, nous, on a 10 doses dans la boîte qui nous arrivent, 10 doses. Donc on peut vacciner 70 personnes environ. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait d'abord, de vacciner en entreprise, c'est une bonne idée. Ah, ça, c'est une bonne idée, oui. De banaliser la vaccination, c'est une bonne idée. Il faut que ça devienne normal. Il faut qu'on cesse de dramatiser. Mais ensuite, il y a systématiquement la logistique. Et ce problème est aggravé depuis qu'on a appris, je crois, hier, que la République tchèque a affirmé que la France allait lui livrer 500 000 doses. Je ne sais pas où exactement on va les trouver. Et on pourrait imaginer qu'elles soient destinées d'abord aux entreprises françaises, peut-être. Mais sinon, la logistique la logistique du vaccin est quelque chose d'extrêmement complexe. Hein. On y a consacré le numéro la dernière fois. J'avais vu. C'est quelque chose de très, 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 très difficile et qui se prépare très longtemps à l'avance. Et quand vous n'êtes pas prêt, vous risquez de perdre 6 mois, 1 an. Ce qui, dans une épidémie de 18 mois,
C'est beaucoup. Oui, Valérie. Mais pardon, comment est-ce qu'on explique dans ce cas que des pays comme Israël aient réussi, eux, à entreprendre réellement la vaccination et que nous, qui sommes quand même un pays Ça, c'est relativement simple. civilisé... Ils sont allés voir Pfizer beaucoup plus tôt que nous. Alors, Oui. vous savez, il y a une Et ils ont mis anecdote de plus gros chèques sur la table. Bien sûr. Et puis, il y a une anecdote qui est incroyable, c'est que, pour évoquer le pays que vous citez, le Premier ministre a appelé 17 fois le labo Pfizer en un mois, donc une fois tous les 2 jours, pour s'assurer de la compétence logistique. Et c'est avéré, Emmanuel Macron, il a reçu une fois les patrons de labo il y a 2 semaines. Voilà, une fois il y a 2 semaines. Donc, ce qui explique... Et après, deuxième chose par rapport à l'économie, il y a Israël, mais il y a aussi la Grande-Bretagne. Mais parce que souvent on nous dit mais il ne faut pas comparer. Israël c'est un petit pays, la Grande-Bretagne c'est une île. On est en retard dans toute l'Europe. On est derrière la Roumanie, on est derrière l'Estonie. Et ce qu'il faut très bien voir, c'est qu'aujourd'hui on est dans une économie mondialisée. Les gens regardent et savent tout. Donc lorsqu'on nous dit que ces pays-là, là pour le coup, à la différence de cette affirmation péremptoire de la mairie de Paris, eux vont pouvoir retrouver des vies normales dans quelques semaines. Je ne parle même pas de la Chine, parce que là, ça fait déjà bien longtemps. Mais Ils skient, les Chinois. voilà, vous avez vu, mais sur- ça fait déjà bien longtemps. Et qu'on va voir que notre pays est encore à la traîne, ça a des conséquences sociales, parce qu'on a l'impression que c'est juste « c'est pas grave, on est en retard ». Il y a eu des chiffrages qui ont été faits. Une semaine de couvre-feu, c'est 30 000 emplois en moins en France. Voilà. C'est colossal. Tout de suite. Mais après, si on ajoute les risques psychosociaux, Bien la sûr. détresse des gens, Voilà. Le coût social, le coût social est très, très lourd. Concrètement, est-ce que ce confinement, vous allez me dire, je ne fais pas de politique, on n'en parle pas, mais on est à 1 an et demi d'une élection présidentielle et j'ai le sentiment que le changement de braquet, le changement de stratégie, il est aussi à plaquer sur une stratégie politique. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de radicalité dès le départ, on l'a vécu avec beaucoup de douleur. Là, j'ai le sentiment quand même que même le président le disait lui-même, je fais le pari. Il a eu ces mots-là. Je fais le pari qu'on ne va pas confiner. Tout ce contexte-là, politique, il est là quand même. Il y a l'élection présidentielle. Vous le sentez ou est-ce qu'on est véritablement sur des logiques exclusivement sanitaires? Non, moi je pense que La le politique, président elle est là, cherche à présente. rassurer les Français. Quelles sont ses intentions derrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, il cherche clairement à rassurer les Français. Ça ne fonctionne pas super bien, j'ai l'impression, malgré tout. Ça ne fonctionne pas bien. La politique, elle est là. Elle est là. On voit bien. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, à un moment, tant mieux, parce que c'est évident que dans l'équilibre global, on a le sanitaire, et d'ailleurs l'économique, c'est du sanitaire. On le sait très bien, vous l'avez dit à l'instant, lorsque vous perdez votre job ou lorsque vous êtes très mal dans votre job, et voilà, il y a même des études qui ont été menées sur la mortalité qui est liée aux restructurations, et ça a des coûts sanitaires et en termes de mortalité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quand le politique décide, il faut que le politique décide sur tous les sujets. Et donc, s'il décide sur le fait de un peu relâcher, entre guillemets, j'aime pas du tout ce terme, relâcher la bride, parce qu'il a besoin... C'est un peu le cas, quand même. Parce qu'il sent que la population en a besoin, il faut justement qu'il tienne la bride courte aux administrations pour qu'elles délivrent. Vous savez, c'est comme un chef d'entreprise qui, à un moment, lâche la pression, par exemple, sur les créatifs, parce qu'ils ont besoin d'être en phase de créativité. Mais à côté de ça, sur l'opérationnel, il faut être hyper militaire. Et là, ça marche pas. Les organisations aujourd'hui, la chaîne logistique, c'est vraiment le cœur de leur organisation, quoi. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que quand on voyage à l'étranger, on entend souvent des critiques sur la France, mais il y a toujours quelque chose qu'on entend. Je parlais de Madrid. Vous avez vu les touristes qui sont allés à Madrid pendant les février, excusez-moi. Enfin, tout le monde partait skier en Espagne. Ils allaient manger au restaurant. Ils allaient voir des musées. Alors, il y avait des jauges, il y avait des choses extrêmement claires. Mais les Espagnols ont capté une partie de nos touristes. Et donc, un petit peu vraiment de leurs revenus, de ce qu'ils ont dépensé. Il ne faut quand même pas le perdre de vue. Oui, oui. De même que l'on avait, au début de l'épidémie, si je me souviens bien, Emmanuel Macron avait fait un appel aux entrepreneurs britanniques pour venir s'installer en France s'ils voulaient faire du vrai business. Oui, bon, effectivement, une arrogance qui restera dans les esprits. Ce que je voulais dire tout à l'heure, avant Covid, si je peux me c'est que la grande force française, qui est l'État centralisé, qui peut agir très très vite parce qu'il a toutes les commandes, là, preuve est faite que sur un sujet comme ça, ça ne fonctionne pas. C'est le crash test, pour moi, de l'administration française. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, comme on fait des stress tests pour les banques, on a bien vu que l'administration française, qu'on nous présentait comme la meilleure en matière de santé, celle qui génère le taux d'imposition le plus important de l'OCDE. Prélèvement obligatoire. Voilà, donc on s'est dit... Presque 50%, on est à 46. Là, on est paré. Enfin, je veux dire, là, c'est pas possible. On a mis le paquet. Enfin, je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, c'était Emmanuel Macron qui disait où on met un pognon de dingue. On met un pognon de dingue. C'est vrai. Un pognon de dingue. Et au final, les résultats sont pires. Donc, ça montre bien que les États aujourd'hui, notamment dans cette ère numérique,
doivent être comme les entreprises dans une forme d'agilité qui leur garantit leur pérennité. Et ce qui n'est pas le cas des administrations qui sont Et souvent l'État très lourdes. lourd, ça n'est pas un État fort. Et on est en train de le découvrir, ça. Valérie Dueff-Ruff, avant de nous quitter, parce qu'on avait démarré le débat sur la psychologie des Français, on avait hier un psychiatre sur ce plateau qui nous disait les burn-out sont en train de monter. Je voudrais juste qu'on se quitte sur la capacité d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des mesures prises et qui sont des mesures politiques, administratives, qu'on nous impose. Vous les avez, vous, ces personnes. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir une bascule? C'est-à-dire un moment donné où des Français, massivement, disent on n'accepte plus ce qu'on nous impose. Alors, Et ça se risque. oui, je pense qu'en réalité, les Français aujourd'hui sont plus dans une logique de survie. Et donc, ils sont tellement pris par le quotidien, happés par le quotidien, que je ne suis pas certaine qu'il y ait Mais l'esprit de un révolte, c'est esprit pas... de rébellion C'est ça. collectif. Ouais. Ouais, ils se rebellent en allant massivement dans des rues. Ouais, rue de Bussy ce week-end, hein, le préfet s'est évanoui. C'est une forme de rébellion. Et une nouvelle en face qu'il faut noter quand même, le taux d'acceptabilité du vaccin, qui était il y a 3-4 mois meilleur. de 40% en France, est monté, je crois, à 70%. Donc ça, Sauf sur l'AstraZeneca, parce qu'il y a un débat sur ce qui a été rectifié d'ailleurs à la télévision par l'expert. Je rejoins assez bien ce que disait mon confrère, c'est qu'en fait, les gens sont dans ce mode survie, et dans ce mode survie, ils ne considèrent pas, d'ailleurs c'est peut-être ça, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la popularité du gouvernement, vu les résultats, chute, mais elle ne chute pas, parce que les gens sont un peu en linéarité, sont sous cloche, et ils se disent... c'est peut-être pas le moment de critiquer, etc. Et tout. On va voir, et on attend un peu qu'il y ait quelque chose qui tombe comme ça, parce qu'on nous a habitués à ça. Oui, Cet depuis état un an. nounou, en fait. Hein, Ouais. voilà. C'est ça, depuis un an, on attend. Et du coup, les Français, le problème, c'est qu'ils sont complètement, effectivement, submergés. Ils savent même plus par quel bout prendre l'affaire, par quel bout rebondir. C'est comme une espèce de pelote de laine. Ils savent pas où se trouve le bout et dérouler. Et donc, pour moi, ce qui va être vraiment important, On c'est est de donc les plus aider. dans la résignation que dans la résistance. L'idée que l'acceptabilité, c'est de dire je ne supporte plus qu'on ferme mes portes à 18h et que ma ville soit une ville morte à partir de 18h. C'est ces Et questions surtout, très la pratiques. résistance, en fait, elle ne pourrait pas se matérialiser par grand-chose. Bon, à part, on a vu le restaurateur à Nice, Oui. mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent très rapidement, les jeunes, à part aller rue de Bussy boire un verre, il n'y a pas grand-chose Ou les d'autre à faire. quoi. théories, Vous voyez, voilà. les théories complotistes. Bon, voilà, c'est tout ce qui reste aux Français pour le moment pour se plaindre de la situation. Rendez-vous le 6 mars prochain, puisqu'en fait, il y a cette espèce d'épée de Damoclès annoncée par Jean Castex, et puis on suivra évidemment cette décision, enfin cette volonté de confiner Paris pendant 3 semaines. Puis Mais après, pareil, ça, c'est problématique. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là, il n'y a rien de pire que l'incertitude dans la vie comme dans les entreprises. On est d'accord. L'économie, c'est la confiance. Pour l'éco, énergie renouvelable, sommes-nous tombés dans le panneau? C'est un débat, d'ailleurs, on le fera sur ce plateau, peut-être sur les bornes électriques pour les voitures. Vous avez vu cette espèce de monde incroyable de bornes qui ne donnent pas de courant alors que vous êtes devant avec votre voiture. Ça, c'est un des éléments. Ouais. Puis j'imagine que dans votre dossier, il y a les éoliennes qui suscitent Oui. plus que des contestations, des vifs débats qui intéressent les avocats. Il y a beaucoup de contentieux. Merci à vous, merci Valérie, merci à vous Stéphane, directeur de la rédaction de Pour l'Écho, et puis merci à Jonas Haddad. Vous Merci. êtes tous les deux avocats, je le précise, et directeur de la rédaction de Pour l'Écho. On termine, c'est presque terminé, mais on va accueillir quelqu'un qui vient du Québec, alors on va lui accorder une grande place. Il a écrit un livre passionnant, c'est le livre de Smart Job, l'entreprise progressiste. Ça va intéresser la Fondation Concorde. Je vais lui offrir le livre à Jonas. Une autre manière de penser le capitalisme. Un excellent livre. Un excellent Je l'ai livre. lu, un excellent. Avec beaucoup d'informations, et on accueille cet auteur sur notre plateau. Le livre de Smart Job, alors je vous ai fait une présentation de ce livre qui est un livre passionnant, l'entreprise progressiste qui allie l'humanisme et l'économie. On en parle avec son auteur parce qu'il a un pied en France et un pied au Québec. Il a plus de 30 ans de vie professionnelle dans le consulting client, le conseil aux entreprises. Et on accueille André Coupet. Bonjour André. Bonjour, merci Monsieur Hardouin. C'est un plaisir de vous accueillir parce que j'ai l'impression que vous avez une petite pointe d'accent québécois, ou je me trompe? Il m'en reste un petit peu. Après avoir passé 30 ans dans les entreprises québécoises, j'ai fini quand même 7-8 ans dans les entreprises françaises. Alors, consultant en stratégie d'entreprise et auteur de vers une entreprise progressiste, Oui. puisqu'il y a la notion de mouvement. On n'est pas dans l'entreprise progressiste. C'est un livre très riche, très bien écrit, avec une préface du patron Le Marchand, qui offre une vision un peu philosophique de notre société, les enjeux planétaires, les enjeux économiques. D'abord, une question simple, vous avez une vue panoramique, vous avez réfléchi à ce livre, si j'ai bien compris, en travaillant avec des experts Terra Nova, et puis après vous avez évolué.
Pourquoi vous avez décidé à cet instant de votre vie d'écrire ce livre? Parce que c'est un livre un peu, non pas testament, mais c'est un livre qui doit marquer le début de quelque chose, si j'ai bien compris. Oui, c'est un engagement qui vient d'une indignation. Je me suis indigné après la crise des subprimes. On n'a rien changé dans les moteurs du système. Les écarts de richesse ont continué de s'agrandir depuis ces 2008-2009. Aujourd'hui, je lisais une étude sur les effets de la pandémie sur la richesse, par exemple. Eh bien, les milliardaires retrouvent parfaitement leur niveau de richesse d'avant la crise, alors que les gens les plus défavorisés vont mettre 10 ans pour récupérer le niveau de pauvreté dans lequel ils étaient en 2019. Et les marchés financiers continuent joyeusement d'exiger 15%, alors que tout est à 1% de pouvoir d'achat, par exemple. Mais en même temps, André Coupé, dans votre livre, il y a quand même, et ça c'est important qu'on le fasse passer à nos téléspectateurs, il y a une sorte de lame de fond un peu souterraine, un peu douce, un bruit de fond très fort, vous en faites partie, d'entreprises qui disent non, on ne continue pas comme ça. Et vous donnez des exemples précis, avec des chiffres précis. Ce qui est incroyable, c'est que vous expliquez comment le chiffre d'affaires progresse quand on choisit d'être humaniste, quand on choisit de faire participer ses salariés. Ça marche. Parce que ce qui est intéressant, beaucoup se disent, mais tout ça, c'est un gadget d'écolo, c'est un doux rêve. Ça marche. Non, ce sont des business models parfaitement rentables. On peut très bien associer une vision en faveur de la société d'un monde plus durable, humaniste, etc., et en même temps réaliser des résultats économiques tout à fait performants. D'ailleurs, je dis, il n'y a pas d'entreprise progressiste s'il n'y a pas de profit. Le profit, c'est un moteur. Oui, il est assumé. Hein. Attention, il ne faut pas... voilà, une entreprise gagne de l'argent, on est bien d'accord. Elle gagne de l'argent. Je parle des entreprises à but lucratif, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Il faut une raison d'être au service de la société. Alors la raison d'être, il y a un chapitre passionnant. Vous expliquez que des fondateurs d'une belle entreprise, c'est un exemple, ils pédalent depuis 30 ans, puis un jour, l'un des deux lui dit, écoute, on va s'arrêter, on va se poser les vélos, et puis on va essayer de se poser les bonnes questions. C'est quoi les 2 bonnes questions qu'on doit se poser pour essayer de rentrer dans cette philosophie de l'entreprise progressiste? C'est à quoi sert mon entreprise dans ce monde un peu déglingué? À quoi je peux contribuer au-delà de mon petit business model et de mes activités économiques? Qu'est-ce qui fait que je vais contribuer à réconcilier la société avec le monde des affaires? Voilà la question fondamentale. Quand vous dites à quoi je sers, est-ce qu'un examen de conscience d'un chef d'entreprise qui dit, moi, ça fait 30 ans en fait, que je ne sers à rien, c'est terrible ça? Non, parce que généralement, ils vont s'être définir une mission qui va être orientée client. Ce qui est très bien déjà. Moi, j'ai beaucoup pratiqué ça. C'est la base. Dans les passés, puis de dire, oui, faisons une belle expérience client et voilà pourquoi on... C'est Amazon, par exemple, c'est l'expérience client. Amazon est formidable. Tout pour le client. Il est formidable avec les clients. Par contre, s'il vous plaît, avec les autres parties prenantes, il a du rattrapage à faire. Hein. Je citais Amazon parce qu'on avait sa DRH sur le plateau. C'est une entreprise emblématique, elle est très critiquée en France. Et pourtant, elle a un chiffre d'affaires qui progresse. Les clients sont satisfaits du service apporté par l'entreprise. Il y a des espèces de déphase. Comment elle pourrait devenir progressiste, cette entreprise, si on voulait citer cet exemple? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour qu'elle devienne, dans votre philosophie, de l'entreprise progressiste? Davantage respecter ses employés. On sait très bien que dans les grands entrepôts d'Amazon, c'est pas très joyeux comme vie. Respecter ses fournisseurs, parce que le nombre de gens qui amènent de la marchandise ou des produits sont écrasés littéralement par la machine Amazon. Hein, et après, réfléchir à l'empreinte écologique de Dieu sait s'il y a des problèmes d'emballage, non? La trace que l'on laisse et les pollutions que l'on laisse. Il y a Danone, vous avez vu, vous suivez ce dossier, qui est une entreprise à mission, donc qui était la première entreprise emblématique évidemment, d'Antoine Riboud, reprise aujourd'hui par l'un de ses dirigeants, qui est d'ailleurs un peu sur la sellette. C'est un homme qui a développé une forme de philosophie progressiste, il est exactement dans votre ligne, tout à fait. Et il est mis à mal par les actionnaires. C'est quoi? C'est la victoire d'un capitalisme dur aux dépens de ceux qui pensent le monde différemment? Disons que j'espère que ce n'est pas la victoire, parce que j'espère que Danone va sortir de ce mauvais moment. Hein, mais il est clair que c'est ce qui se passe avec Danone nous démontre que le Goliath, les grands marchés financiers... Le monde invisible, la main invisible du marché. On est, avec les entreprises progressistes, encore un petit peu les David de ce monde des affaires. Il est temps que l'on soit 1000, 2000, 3000 entreprises. Il y a déjà 3000 sociétés B Corp
dans le monde, par exemple. Bien sûr. Qui est une norme extrêmement stricte. Quand on est Bicorp, ça veut dire qu'on est passé à travers des règles précises. À but lucratif. Et à but lucratif. Mais orienté vers le monde. Mais une question importante, parce que c'est finalement ce qui sous-tend votre livre, c'est la place de l'homme sur cette planète. C'est ce que dit Antoine Lemarchand dans son introduction, c'est quelle place j'ai sur cette planète. Il dit, la planète ne disparaîtra pas, contrairement à ce que l'on croit, c'est l'homme qui va disparaître. Est-ce que c'est une manière aussi de nous protéger en ayant cette philosophie-là, de protéger l'être humain ? Absolument, et d'ailleurs c'est un peu les mots que je mets, c'est l'humanisme que je mets derrière le mot progrès. Pourquoi j'ai utilisé ce terme progressiste? Parce qu'il y a plein d'adjectifs aujourd'hui, l'entreprise contributive, l'entreprise inclusive, etc. Tout ça c'est très positif, mais je préfère l'entreprise progressiste parce qu'on remet la notion de progrès au milieu. Or moi je voudrais parler du progrès humain, du progrès social, du bonheur derrière, qui est la notion de progrès, pas simplement le progrès technologique et le progrès de la croissance. Voyez. On est quand même, excusez-moi, c'est un mot un peu galvaudé, mais à travers votre livre, on voit bien qu'on est sur une ligne de crête. La crise économique fait beaucoup réfléchir les chefs d'entreprise. Ils vont devoir relancer leurs entreprises. Est-ce qu'ils la relancent pied au plancher en surconsommant, en accélérant, ou est-ce qu'ils doivent s'orienter vers votre vision du capitalisme? Ils doivent s'orienter, même si... il est clair que dans les premiers mois de la reprise, si je puis dire, il faut quand même remettre les machines en route, et notamment s'il n'y a pas un peu de profit. Ça coule. C'est un peu comme une voiture, s'il n'y a pas d'essence, c'est terminé. Le moteur, on ne peut pas le changer. Mais une fois que la machine est repartie, il faut se poser la question de la route. Est-ce que je reste sur cette autoroute folle et un peu débile et polluante, ou bien est-ce que je prends une route départementale un peu plus sympa, un peu plus intelligente et qui va me mener aussi à la destination, voyez? Mais vous avez quand même parlé, avant de nous quitter, c'est important, des marchés financiers quand même, qui était le débat de 2008, qui était une espèce de main invisible qui finalement pouvait détruire, accélérer le système. Impossible, difficile de lutter contre cette main invisible des marchés financiers. Vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que ça va être possible dans les toutes prochaines années si on est capable de passer de 500, 1000 ou 2000 à 3 000 ou 5000. Et peut-être qu'avec ces 5000 ou 10 000 entreprises, on va être capable de transformer un petit peu les règles du jeu du système capitaliste fondamental via l'Europe. Moi, je crois qu'on peut passer en Europe ensemble. C'est la bonne... Et être l'alternative au système chinois et au système capitaliste anglo-saxon. Ouais, bien sûr, anglo-saxon, vous avez raison, puisque les Britanniques viennent de nous quitter. Et ils vont partir sur un autre continent. Un peu. Un peu. On ne sait pas trop, ils sont à la dérive, moi je pense, mais ils sont peut-être un peu dangereux. Mais à Bruxelles, je crois qu'on a l'opportunité de changer des règles du jeu. Mais ils ont une place financière très importante, faut-il le rappeler, la City. Ceci dit, vous avez vu les mouvements vers Amsterdam. Tout à fait. Et d'ailleurs, avant le Covid, vers Paris, puisqu'il y avait aussi des mouvements de transfert d'activité vers Paris. C'est un plaisir de vous accueillir. Il faut lire ce livre, parce que c'est un livre qui pose des bases. Il y a des schémas extrêmement détaillés, des exemples concrets, puisque souvent on cherche des exemples, vous, chef d'entreprise, qui sont détaillés avec les chiffres d'affaires. Canadiens et français. Et canadiens et français, parce que c'est un livre international. Je l'ai auto-édité, vous savez, il est sur entrepriseprogressiste.com. C'est ça. Édition Paris-Québec INC, mais c'est entrepriseprogressiste.com pour ceux qui veulent se le procurer. C'est un livre très agréable à lire et qui vous fait réfléchir autrement. Vous qui êtes chef d'entreprise, lisez ce livre. André Coupet, consultant en stratégie d'entreprise. C'est un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas quand vous repartez au Québec ou si vous restez à Paris. La Covid nous maintient. Vous êtes bien ici à Paris. C'est un plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, André Coupet. Merci à tous nos invités. Merci à Fanny Gressmer, bien entendu. Merci à notre réalisateur et à notre ingénieur du son. Et puis à Margot, Caroline, évidemment, et puis Victoire, à tous ceux qui travaillent sur cette émission. Merci à elle. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, fidélité totale à Bismart, la chaîne des audacieux. Bye bye, portez-vous bien.